Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. D'ailleurs, le petit dernier, petite pépite. Tu me diras ce que t'en penses. Allez, je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de commencer ces histoires terrifiantes. Bon, je connais, petit pouce bleu et abonnement. Ça aide énormément. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bonjour tout le monde, on va dire que je me prénomme Emily et j'ai, à ce jour, 34 ans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée quand j'en avais 16. À l'époque, j'étais au lycée et vivais donc chez ma mère avec mon frère et ma sœur. J'étais en couple avec Florent qui avait 21 ans. Oui bon, et était dans le même lycée que moi. Lors d'un des matchs de foot auxquels il avait participé, il m'avait présenté un de ses amis prénommé Brice. C'était juste histoire de faire les présentations et je n'y avais pas prêté attention plus que ça. Quelques jours s'écoulent et je reçois une invitation d'amis sur MSN. Oui, ça date. Plutôt naïve, j'accepte l'invitation. C'était ce fameux Brice. Il engage la conversation, plutôt banale. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Les jours passent et on s'écrit de temps en temps. Mais c'était toujours de très banales conversations. Et il n'y avait absolument aucune ambiguïté. Puis, un jour, lors d'un de nos échanges, il m'indique qu'il avait trouvé ma tenue plutôt jolie quand il m'avait vu marcher en sortant de mon lycée. Il m'avait décrit les vêtements portés et l'heure. Plutôt méfiante et étonnée par ses propos, je n'ai pas répondu. Le lendemain, même scénario. Il me décrit même la tenue de l'ami avec qui j'étais accompagné, l'endroit où il m'avait vu passer. Et il observait même quand je me rendais à la salle de mon club de sport. Sport de combat, donc j'étais vêtu d'une tenue bien spécifique, qu'il m'avait décrite aussi. Il savait quelle rue j'empruntais pour m'y rendre. Tout. Durant toute cette description qui s'étalait sur plusieurs jours, il faisait un monologue sur MSN car je ne répondais pas. J'étais sidéré et je ne savais pas quoi faire, ni à qui en parler, même pas à Florent. Et cette dernière description m'avait achevé, donc je l'ai bloqué, tout simplement. Une fois bloqué, je me suis senti plus légère et je n'y ai plus prêté attention. Ma vie continuait mais sans ces échanges super creepy. Sauf que, oui, il en fallait bien un. Plus de 2 semaines s'étaient écoulées sans nouvelles de Brice. Je rentrais à chaque pause déjeuner chez moi afin d'aller promener mon chien et je l'emmenais, comme beaucoup de résidents dans mon quartier, dans un champ à 2 pas de chez nous. C'était vraiment 2 pas, sans exagération aucune, car je vivais dans une grande ville de campagne. Donc les champs et la forêt sont réellement à côté de nos habitations. Ce fameux jour, je promenais donc à mon habitude quotidienne mon toutou. Et alors que je m'apprêtais à rentrer dans le champ qui donnait plus loin sur la forêt, j'ai vu du coin de mon œil droit un véhicule que je n'avais jamais vu dans mon quartier. Le temps d'une seconde, je n'y ai pas fait attention et continue ma route sauf tout à coup. J'entends le véhicule s'allumer et se mettre à rouler. Mais je n'avais vu personne y entrer. Donc quelqu'un était déjà dans le véhicule avant que je n'arrive. Et je sais pas, vous savez ce petit truc au fond de vous qui vous dit « Punaise, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas ». Bon, je l'ai ressenti dès que la voiture s'est mise à rouler. J'ai accéléré le pas et lorsque je suis entré dans le champ, j'ai couru pour me cacher non loin du jardin d'une maison attenante. Les herbes étaient encore très hautes et le fermier n'était pas encore passé pour en faire des meules. Ville de campagne, yes. Il m'a été facile de me baisser très proche du sol et de faire se coucher mon chien. J'ai entendu le véhicule freiner très fort puis plusieurs portes s'ouvrir. Et quelques secondes après, 3 personnes avaient accouru dans l'entrée du champ. Je n'ai reconnu aucun des hommes qui étaient entrés, mais je les ai clairement vus en train de regarder au loin, cherchant quelque chose. Moi, en l'occurrence. Ils étaient plutôt jeunes, la vingtaine au moins. Ils marchaient non loin de l'entrée, fouillaient les herbes, regardaient au loin tandis que la voiture était toujours allumée. Ils sont restés durant 2 minutes, pas plus, mais elle m'avait paru être une éternité. Lorsque le véhicule est reparti, j'étais tellement terrifié que les larmes coulaient sur mes joues, sans que je ne puisse me contrôler. Et je suis prudemment rentré chez moi. Suite à cette rencontre, j'ai acheté un couteau papillon avec mon argent de poche. C'est pas légal d'en vendre à des mineurs, vous en conviendrez. Mais à l'époque, les gens n'étaient pas très regardants. Et durant plusieurs mois, je ne suis plus sorti non accompagné de chez moi. Pour en revenir à ce Brice, et pourquoi il a été cité alors que je ne l'ai pas reconnu, c'est parce que suite à cet événement, je ne l'ai plus jamais revu aux côtés de Florent. Et je suis persuadé que c'était lui qui était au volant. La coïncidence était trop évidente pour qu'elle ne soit pas plausible. Peut-être que je me trompe, mais j'en doute énormément. Je ne garde pas de séquelles de ce que j'ai vécu, car je suis beaucoup plus prudente maintenant. Mais je me demande toujours ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas parti précipitamment me cacher ce jour-là. Bref,
Prenez soin de vous et merci de m'avoir lu. Et bah c'est avec plaisir qu'on a lu cette histoire, étant donné qu'elle est vraiment très cool. Il y a quand même de bonnes chances que ça soit Brice qui était dans la voiture. Vu que le mec arrivait à lui décrire toutes ses tenues à chaque fois, je me doute qu'effectivement il était dans une voiture tout le temps à l'espionner. Et cette fois-ci, bah c'était le cas. Mais par contre, du coup, qu'est-ce qu'il lui voulait? Ok, elle répondait plus sur MSN. Mais ça te donne pas le droit de faire des trucs comme ça. Bref, très bonne histoire, on va maintenant passer à la seconde histoire. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Slava, j'ai actuellement 20 ans. J'habite dans le sud-est de la France dans une petite ville franchement sympa. Voilà la présentation faite. Ce post aura sûrement une ou plusieurs updates. Mais j'ai déménagé il y a au moins 1 an avec ma mère. Et seulement 2 petites semaines après avoir déménagé. J'ai remarqué que quelqu'un me suivait. Jusque-là, pas de souci. Je me disais que peut-être il rentrait de son boulot ou quoi. Sauf que le fait qu'il me suive, il l'a répété sur la longueur pendant 3-4 mois. Et même lorsque je ne rentrais pas chez moi et que j'allais chez un ami qui lui était à 1 km de chez moi à peu près, je me faisais aussi suivre lorsque j'allais pour prendre mon bus alors que je l'ai déjà vu en voiture. Il me suivait à pied. Toute cette scène a duré 4 mois avant qu'il se mette à me suivre même devant le hall de mon bâtiment. Alors que j'habite dans une résidence où je connais tout le monde. Donc la situation était juste stressante. J'en ai parlé à ma mère et elle s'est mise à attendre devant mon immeuble. Et elle a pu voir ce mec. Évidemment, on pensait que je me faisais des films pour rien. Donc il s'est rien passé de plus à ce moment-là. Sauf que maintenant, il connaît mon adresse. Il sait où j'habite. Et après 3 mois où il ne s'est rien passé, me confirmant que je stressais pour rien, je suis phobique socialement et j'angoisse pour rien, j'ai commencé à quasiment oublier cette histoire. Mais du coup, un matin où je sors de chez moi à 7 h du mat pour aller en cours, je vois quelqu'un d'immobile avec sa clope à la main au bord de ma résidence. Sans reconnaître, j'y fais pas attention. Sauf qu'en passant à côté, mon angoisse remonte d'un coup et ses apparitions se font de plus en plus souvent. Et il attend chaque fois un peu plus près de la porte du hall. Il vient au moins 1 fois par semaine, voire 2 par jour et il est super imprévisible. Quand je passe à côté de lui, il me regarde avec de gros yeux et se remet à me suivre mais de plus loin en essayant d'être discret. Tout ça, ça dure même pas 2 mois. Jusqu'à ce que tous les mois, jusqu'à maintenant, je retrouve un sac plastique fermé dans mon balcon. La porte du hall taguée, ce qui a valu un gardien qui fasse le tour du lotissement, des lettres de menaces dans ma boîte aux lettres, et hier, j'ai vu une poignée de vers de terre morts dans mon balcon. Soit c'est un prank ultra élaboré de mauvais goût, soit je risque un truc, mais je vais donner des updates quand il faudra. Petite édite du 29 octobre, la police a continué ses recherches et ses patrouilles. Mais il a été emmené et avait déjà été emprisonné pour avoir kidnappé quelqu'un et l'avoir séquestré. Il est maintenant dans une prison pour 7-8 ans, dont 4 ans de sursis. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors, envers cette personne, il ne passe pas à l'acte, on va dire. Mais franchement, j'ai pas trop envie d'avoir un mec qui me suit tout le temps. Déjà que j'ai un mec devant moi à chaque fois. C'est Cookie, hein, vu qu'il tire avec sa laisse, t'as capté. Mais ouais, non, ça doit être flippant d'avoir quelqu'un qui te suit tout le temps. Au bout d'un moment, c'est bon, lâche-moi. Bref, je sais pas quoi dire sur cette conclusion et ça se voit, je pense. Bref, passons maintenant au dernier thread d'horreur de cette vidéo. C'était un soir de Noël et je devais avoir 18 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. J'avais passé la soirée en famille, sans mon copain de l'époque, mais on était bien décidés à se rejoindre après nos repas respectifs. J'avais eu un nouveau téléphone pour Noël, mais il ne s'activait que le lendemain à 15 h. Je me rappelle encore. Nos soirées se terminent aux alentours de minuit 30. Mes parents, évidemment, contre le fait que je sorte à pied rejoindre mon copain à une heure si tardive. Ils imposent des conditions. Soit quelqu'un vient me chercher, soit c'est mort. Inconsciente que je suis, je mens et je confirme qu'il, lui et sa famille, viennent me chercher. Mes parents acceptent et je fais mine qu'on m'attend devant et je sors. J'avais environ 20-25 minutes de marche et faut savoir que j'ai la poisse. Je marche donc en direction de chez lui et ayant l'habitude de me faire emmerder, j'étais emmitouflé dans mon manteau en jogging basket pour mettre toutes les chances de mon côté. Les rues sont désertes, il n'y a que quelques lampadaires qui éclairent mais c'est la nuit noire. J'arrive à une intersection. Un feu en face de moi, à ma droite et à ma gauche. Arrêté au feu, en face, une voiture. J'angoisse déjà. Et là, la voiture met les pleins phares sur moi. Je prends alors mon téléphone pour faire comme si je passais un appel. Mais rappelez-vous, je ne pouvais pas réellement appeler. Communiquer avec quelqu'un pour demander éventuellement de l'aide puisque mon téléphone ne s'activera que le lendemain.
Je le garde à l'oreille, je n'avais pas le choix que d'aller tout droit, car c'était ma route. Je passe le cœur serré à côté de la portière du passager, et elle s'ouvre. « Oh toi là, viens là !» Il avait une jambe hors de la voiture. Je fais comme si je n'avais pas entendu et continue ma route en ayant une conversation imaginaire avec mon téléphone, espérant que ça les fasse fuir. D'un ton à nouveau très agressif, le passager hurle « Oh, je te parle !» Je bégaye, tremble, mais contre toute attente, le feu est passé au vert et ils ont démarré. Ils ont roulé tout doucement pour tourner dans une rue après, toujours très lentement. J'insiste car ça m'a paru interminable. Dès que je n'ai plus vu le cul de la voiture, j'ai couru me cacher derrière une maison abandonnée sur la route. L'instinct, je ne sais pas. Ils sont repassés 3 fois, ils me cherchaient. Je les voyais passer et repasser de là où j'étais. Et toujours aucune autre voiture à l'horizon. J'étais terrorisé. Je ne sais pas si j'ai échappé à quelque chose. Toujours est-il que je me souviens être accroupi derrière cette maison. Je pleure et la seule chose que je répète à voix haute, c'est « Maman ?» J'ai fini par sortir de ma cachette et j'ai croisé mon copain sur la route. Je m'en rappellerai toujours. J'ai eu très peur ce soir-là. Faites attention à vous. Merci de m'avoir lu. Là, on est sur un thread d'horreur où malheureusement, à chaque fois, l'adolescent ou l'adolescente fait une petite bêtise, on va dire, ment un petit peu à ses parents et tout. Et c'est pas cette personne qui doit être condamnée, hein. C'est clairement les mecs qui sont en voiture, ils veulent la kidnapper. Hein. Donc que toi, tu mentes un peu à tes parents, bon, c'est pas très cool, tu vois, on va pas se mentir. Mais bon, se faire kidnapper, c'est pas cool. On est d'accord. Ouais, les gars, c'est bien dans les commentaires. Kidnapping, c'est pas cool. Bref, allez, on passe au 3e thread d'horreur. Bon, avant de commencer ce dernier thread d'horreur, si jamais tu l'avais pas fait, n'hésite pas. Un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et si t'étais pas abonné, je pense que c'est le moment pour le faire et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on commence avec le thread. Bonjour à tous, avant de vous raconter mon histoire, je vais me présenter un peu. Je ne souhaite pas donner mon prénom, donc vous pouvez m'appeler Lia. J'ai 33 ans et je travaille depuis 3 ans dans un refuge SPA. Je ne dirai pas lequel et je donnerai des surnoms aux personnes qui ont un rôle dans cette histoire. Pour resituer un peu, travaillant en refuge SPA, c'est loin d'être simple. On voit des chats arriver toutes les semaines, de la fourrière, de maltraitance et bien sûr des abandons. Alors s'il vous plaît, avant d'adopter un animal, réfléchissez bien à toutes les responsabilités que cela implique. Mon histoire se déroule en février 2022. Ce jour-là, une dame vient à son rendez-vous pour abandonner son chat. Je ne sais plus pourquoi et ce n'est pas important. Elle vient avec une amie, nous appellerons cette amie Madame B. Pendant que cette dame est prise en charge par ma collègue, que nous appellerons Lily, Madame B vient me voir et me dit qu'elle aussi souhaiterait abandonner ses 2 chats. Je suis un peu surprise, elle me dit ça vraiment de façon simple, comme si c'était une info banale. Je ne juge pas, je lui explique les conditions et lui propose un rendez-vous quelques jours plus tard. Le jour du rendez-vous, un vendredi, Madame B arrive avec ses 2 chats, un frère et une sœur adorables. Elle explique qu'elle est malade et qu'elle ne peut plus s'occuper de ses chats. Nous prenons les mimis en charge. Le lendemain, je réponds au téléphone. C'est Madame B qui me dit d'une voix excessivement faible qu'elle n'avait pas prévenu ses enfants qu'elle allait abandonner les chats, qu'ils ne vont pas bien depuis, qu'elle ne dort pas, puis qu'elle est malade et qu'elle voudrait récupérer les chats. Soyons clairs, l'abandon n'est pas un acte anodin qui doit être pris à la légère. C'est comme l'adoption. Une fois que c'est fait, on assume. Je le lui explique et lui indique que ce n'est pas possible. Elle a signé un contrat qui stipule qu'elle cède tous ses droits sur les chats. Appelons-les Tom, mâle, et Jerry pour la femelle. Elle insiste longtemps en faisant toujours plus dans le dramatique. Pour couper court, je lui dis que j'en parlerai à ma responsable et qu'on la recontacte. Puis je raccroche. À peine quelques minutes plus tard, le fils de Madame B appelle. Il veut récupérer le mâle. Cette histoire commence à me gonfler un peu. Je lui redis exactement ce que j'ai dit à sa mère. Puis nous raccrochons. J'en parle à ma responsable qui prend le dossier en charge et s'occupe de contacter les membres de la famille. Lily et moi pensions en avoir terminé avec cette histoire. Mais non, pour faire simple, pendant une semaine, ma responsable a été harcelée par tous les membres de la famille. Le fils s'est même déplacé au refuge, une galère. Le jeudi suivant, le verdict tombe enfin. Suite à des propos contradictoires et à ce harcèlement incessant, ma responsable prend la décision définitive de ne pas rendre le chat à ces personnes plus que douteuses. Je ne vous ai pas retranscrit tous leurs propos. À cette nouvelle, je suis mitigé. Je suis totalement d'accord avec cette décision, mais en même temps, j'ai un mauvais pressentiment. Le lendemain, vendredi, je fais part de mes doutes à Lily. Je lui explique que je suis persuadé que dans l'après-midi,
on va avoir la visite de Madame B qui va encore essayer de négocier pour récupérer Tom et Jerry. Puis que le lendemain, son fils va venir, peut-être avec des amis, pour nous intimider ou je ne sais quoi, pour récupérer Tom. L'après-midi se déroule bien. Je crois reconnaître Madame B sur la caméra qui filme l'entrée de la chatterie. Mais finalement, ce n'est pas elle. Et la journée se passe sans souci. Le lendemain, samedi après-midi, j'ai oublié cette histoire. Je me suis détendu. L'après-midi se déroule bien. Tom et Jerry doivent partir ensemble dans leur nouvelle famille en fin de journée. Une super nouvelle. Lily descend prendre sa pause clope et me laisse donc seule avec la stagiaire. Une chose à savoir, c'est que le public doit sonner à la porte de la chatterie et attendre qu'on vienne ouvrir avant d'entrer. Car s'ils ouvrent la porte d'entrée et qu'à ce moment on ouvre une chatterie, il y a un risque pour qu'un chat fugueur se sauve. C'est écrit sur la porte d'entrée. En regardant sur les vidéos de caméra surveillance, il y en a partout, une à l'entrée, une dans le bureau et une dans chaque chatterie, c'est-à-dire 3 de plus. Plus celle qui donne dans la cour. Je vois un monsieur monter. Il a un masque, obligatoire après le Covid, un bonnet, des gants et un sac à bas a priori vide. Il va pour entrer sans sonner, mais ma collègue, ayant un mauvais feeling, le suit et lui dit de sonner et d'attendre que je vienne lui ouvrir. Je le fais poireauter un peu. Ces personnes qui ne lisent pas, il y en a tellement tous les jours et c'est pénible. Je finis par lui ouvrir, il va pour foncer dans la chatterie en face de l'entrée et je le stoppe. Je lui explique qu'il doit mettre des surchaussures ainsi que du gel hydroalcoolique et que non, il ne peut pas remettre ses gants. Je lui demande de laisser son sac cabas dans le bureau, puis je l'emmène. Son comportement est étrange, il a l'air fébrile. Il fait semblant de caresser les chats. Il manque même de shooter dans une vieille chatte qui voulait des câlins. Puis, il se dirige vers Tom, sur une commode à côté de la porte de la chatterie. Ma collègue Lily le voit faire et comprend qu'il est venu avec une idée bien précise en tête et décide de venir aussi dans la chatterie. À ce moment, nous sommes 5 dans cette chatterie. Ma collègue et moi, ce type et un jeune couple. Le type regarde les oreilles de Tom qui est tatoué. Lily lui explique, mine de rien, que Tom va être adopté ce jour même. Le gars prend Tom dans ses bras. Le chat se débat un peu, mais sans plus. Mais je lui demande de le reposer parce qu'il n'a pas envie d'être porté. Visiblement, ce type se fiche de ce que je lui dis. Le jeune couple voit ça, il commence à comprendre qu'il se passe un truc. Le jeune homme répète au type que le chat ne veut pas être porté. Mais là, encore, pas de réaction. Sans prévenir, le type ouvre la porte de la chatterie. Le chat dans les bras et part en courant en direction de la porte d'entrée. Il faut savoir qu'il y a un couloir de quelques mètres entre la porte de la chatterie et la porte d'entrée. Je pars derrière lui, je lui attrape le blouson dans le dos, ce qui le ralentit suffisamment pour que Lily passe devant lui et se jette sur la porte d'entrée, lui bloquant le passage. Elle est devant lui, je suis à côté. Derrière, un père de famille qui se trouvait dans une autre chatterie et qui a vu de l'agitation. Et dans le recoin du bureau, la stagiaire. Le type hurle sur ma collègue de le laisser sortir, qu'il est armé. Elle lui dit qu'elle ne se poussera pas et qu'il doit nous rendre le chat. Moi, à côté, j'ai la main sur le chat, au cas où le type relâche un peu la pression et que je puisse le récupérer. Il continue de hurler et ma collègue crie à la stagiaire d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence sous le bureau. Le type comprend qu'il est cuit, que la police va débarquer, alors il tente de négocier. « Laisse-moi sortir et je te rends le chat. » Bon, qui y croit? On lui répond que non, le chat d'abord. Il finit par lâcher Tom, que je récupère et porte comme un objet précieux pour le ramener dans la chatterie. Mon cœur bat la chamade. Lily s'est poussée de la porte pour laisser sortir le type, qui saute dans une voiture, dans laquelle se trouvent apparemment 2 autres personnes déjà, et ils partent en trombe. Mais on est samedi, il y a énormément de monde au refuge ce jour-là, et plusieurs bénévoles parviennent à prendre en photo la plaque d'immatriculation. Le père de famille qui se trouvait derrière nous dans le bureau nous indique que ce type avait un couteau de 30 cm dans la poche arrière de son pantalon. Sur le coup, lorsqu'il disait qu'il était armé, je n'ai pas réagi. Je pensais qu'il voulait simplement nous faire peur. Après ça, j'ai fondu en larmes. J'arrivais pas à m'arrêter. Mais je ne pleurais pas parce que j'avais eu peur, même si j'avais eu peur. Je pleurais parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre pourquoi un type était venu armé d'un couteau pour voler un chat, qui n'était même pas le sien. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ce type avait été envoyé par le fils de Madame B. Tout le monde venait me consoler. Ce qui me tue parce que là, la stagiaire qui était là, c'était son premier jour chez nous. Les gendarmes sont venus, on a fait notre déposition. On a appris que ce type était un dealer, qu'il avait déjà été interpellé pour menaces, ainsi que pour coups et blessures. Finalement, les choses se terminent plutôt bien. Tom et Jerry ont bien été adoptés ce jour-là. Heureusement, l'incident s'est passé avant la venue de la mère et de sa fille. On n'a plus jamais entendu parler de cette famille de fous, et la stagiaire est quand même revenue après.
Pour ma part, il m'a fallu quelques temps avant d'arrêter de craindre de voir revenir ce type. Aujourd'hui, Tom et Jerry se portent à merveille dans leur nouvelle famille. Désolé, c'était très long, même si j'ai essayé de faire au plus court, mais il fallait que cela reste compréhensible. Je me rends compte que je n'ai pas dit ce qui est arrivé au sale type. Eh bien, Lily m'a dit qu'il avait été arrêté, puis que finalement non. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Merci de m'avoir lu. Alors moi j'ai une théorie, c'est que Lily a raison, il a été arrêté mais qu'il a sûrement rien reçu comme peine. C'est malheureux hein, mais bon. Je vais rien dire hein, mais bon. La justice, voilà. Vous en pensez ce que vous en pensez. Mais disons que c'est dommage, parfois tu penses que c'est la police qui fait pas son boulot, mais si, la police arrête les gens, les transmet à la justice et le gars il prend « Oh t'as fait ça ? Bon on va te mettre un petit mois, hein, ça va te calmer un petit peu. » Alors que le gars a fait des actes très graves. 1 mois de prison, ouais c'est bien, un petit mois, allez tu vas te calmer là-haut. Bah oui, il a pas fait de conneries, il est en prison. Et bien évidemment qu'il a pas fait de conneries, qu'il a pas touché à des enfants, hein, par exemple. Bref, tu comprends le délire. En tout cas, je sais pas ce que t'as pensé de cette histoire, mais elle était complètement folle. Bon, si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement. Et si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.